On va pouvoir donc enchaîner avec la dernière session de présentation des opos. Mon petit de présentation, ça laisse le temps donc, à la première personne qui présente l'arrivée. La première présentation, c'est David Caris qui va nous parler des bénéfices liés à la stimulation cognitive régulière chez les seniors sur la mémoire épisodique et est-ce que cela dépend du niveau d'études. Bonjour et merci beaucoup au comité scientifique d'avoir retenu ma communication. C'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui. Merci aussi au comité d'organisation pour ce colloque absolument passionnant et parfaitement bien organisé. Euh, je vais donc vous présenter quelque chose qui provient aussi du terrain, vous allez comprendre de suite. Donc, qui porte sur la mémoire épisodique. Hein. On sait bien, la littérature établit le fait que c'est l'une des fonctions cognitives qui décline assez fortement avec l'avancée en âge. Vous avez cette courbe en rouge, la courbe moyenne. Et puis, ce que montre cette étude avec un suivi réalisé sur 15 ans, donc ce sont toutes les petites courbes en noir, dont certaines que j'ai repassées en vert, montrent qu'on a des profils extrêmement variés avec certains individus qui effectivement déclinent et puis d'autres qui, au contraire, se maintiennent très bien, voire progressent avec l'avancée en âge. On peut relier cette diversité de profils du vieillissement de la mémoire épisodique au concept de réserve cognitive, dont on a déjà parlé précédemment et qui illustre le fait que les individus avec un haut niveau de réserve cognitive connaissent un déclin moins rapide que les individus avec un niveau de réserve cognitive plus bas. Un certain nombre de facteurs constituant cette réserve ont été identifiés dans la littérature. Et ici, on va s'intéresser donc aux activités stimulantes sur le plan cognitif et puis également à la question de l'éducation. Je disais, donc c'est une recherche qui provient directement du terrain et donc ça répond un peu à la suggestion d'Hélène hier à Sylvie. Et l'idée, c'était d'évaluer un dispositif de stimulation cognitive qui existe déjà dans le département de la Vienne depuis environ 25 ou 30 ans et d'essayer de voir si un tel dispositif peut, si on peut mettre en évidence les bénéfices liés à un tel dispositif sur des tâches expérimentales extrêmement pointues sur lesquelles je reviendrai juste après. Très clairement, l'étude que je vous présente est réalisée en dehors de tous les standards expérimentaux habituels, les essais contrôlés randomisés. Je vous épargne la définition de la mémoire épisodique, mais juste pour mettre en avant le fait que ce qui est important, c'est cette notion de voyage mental dans le temps que l'on peut relier donc aux états de conscience associés au moment où on récupère une information dans notre mémoire et principalement pour ce qui nous intéresse, donc la conscience autonoétique et la conscience noétique. Donc Tolving définit la conscience autonoétique comme le sentiment que nous pouvons éprouver de revivre les événements dans le contexte dans lequel nous les avons rencontrés la première fois, et c'est considéré comme étant le marqueur d'une récupération vraiment spécifique en mémoire épisodique. Par exemple, j'ai reparlé récemment avec Stéphane, c'était hier ou avant-hier, et puis aussi avec Yves Joannette de la soirée SNLF à laquelle j'avais eu le plaisir de participer en 2009 déjà, à Montréal, où il y avait un individu qui nous accueillait, qui avait une mémoire particulièrement remarquable, qui était capable au cours de la soirée de redonner les noms à l'ensemble des convives. Et donc on doit toujours faire un petit point à la fin, Stéphane, pour voir si nos souvenirs sont bien concordants. Comment? Tu penses que tu avais raison. Moi, je pense aussi que j'avais raison. On fera le point. Bon, voilà. Et puis, deuxième état de conscience, donc la conscience noétique, qui est une conscience beaucoup plus générale et qui est le marqueur d'une récupération en mémoire sémantique. Par exemple, nous savons toutes et tous, Français et Françaises, que Montréal n'est bien sûr pas la capitale du Canada. Et tout ça, on peut l'évaluer à travers un paradigme spécifique que je développerai un petit peu plus tard. Donc, l'objet de l'étude que je vous présente, c'est d'évaluer
l'effet d'un dispositif de stimulation cognitive régulière qui existe déjà sur le terrain, donc ces effets sur la mémoire épisodique et donc sur une mesure extrêmement précise de la mémoire épisodique, et puis voir si cet effet, il est différent selon le niveau d'étude des individus. Nous avons inclus 111 participants dans cette étude, des jeunes et des âgés, pour vérifier le fait qu'on avait bien un effet du vieillissement sur la mémoire épisodique, et puis donc des âgés stimulés, des âgés non stimulés. Et chez les personnes stimulées, on a pu constituer deux groupes, des niveaux d'études plus faibles et des niveaux d'études plus élevés. Le programme de l'activité de stimulation cognitive qui donc, existe sur le terrain fonctionne de la manière suivante. Donc, vous voyez, c'est une activité très ancienne. Les individus qui ont été inclus dans cette étude suivent ce programme depuis au moins 18 années, à raison de 2h30 par semaine pendant une période de 4 ans. Chaque année, ça se déroule dans des centres sociaux. Les exercices sont extrêmement variés sur une séquence et diffèrent systématiquement d'une année sur l'autre. C'est une simulation cognitive qui est réalisée en groupe et les personnes ne viennent pas là donc, pour une activité de recherche, mais viennent là pour leurs bénéfices personnels et même ont une contribution financière pour participer. Nous avons donc soumis ces personnes, entre autres, à une tâche de mémoire épisodique spécifique dans laquelle, au cours d'une tâche de reconnaissance, on leur demande si ils sont capables de revivre le moment où ils ont encodé le mot quelques minutes auparavant, auquel cas ils formulent une réponse remember, marqueur d'une récupération en mémoire épisodique, sinon une réponse no, marqueur d'une récupération en mémoire sémantique. Et puis on a ajouté une troisième catégorie de réponses pour écarter les effets d'incertitude. On a aussi d'autres mesures, mais je n'aurai pas le temps de vous les présenter aujourd'hui puisque mon temps est extrêmement compté. Voici les résultats, donc les 4 groupes de participants, et on a réalisé très simplement 3 analyses de variance successives, l'une dans laquelle on compare les jeunes et les âgés non stimulés, donc pour confirmer que l'on a bien sur cette évaluation un effet de la mémoire épisodique, et donc on retrouve un déclin des réponses remember associées à une augmentation des réponses no, ce qui est assez classique. Donc il y a une perte d'épisodicité du souvenir avec l'avancée en âge. Quand on compare les adultes, les âgés stimulés et les âgés non stimulés, eh bien, on observe plus de réponses remember chez les stimulés que chez les non stimulés, et puis inversement, moins de réponses no chez les stimulés relativement aux non stimulés. Et quand on s'intéresse à la différence en ce qui concerne le niveau d'études, eh bien, on retrouve le même type d'effet avec davantage de réponses remember chez les stimulés qui ont un niveau d'études plus élevé et puis davantage de réponses no chez les stimulés qui ont un niveau d'études moins élevé, du moins on a une tendance à 0,06 ici. Pour terminer, donc je rappelle, hein, c'est quelque chose qui émane du terrain avec des individus qui ont suivi au moins 18 années de stimulation cognitive. Ce que l'on montre, c'est que les bénéfices peuvent être, c'est un peu étonnant, habituellement les transferts, c'est plutôt du laboratoire vers la vie quotidienne. Là, on a plutôt évalué l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'une activité de terrain, on peut mettre en évidence les bénéfices liés à une activité de terrain sur des tâches extrêmement pointues de laboratoire. Et oui, ça marche aussi dans ce sens-là. Et ça marche d'autant plus qu'on a affaire à des individus qui ont un niveau d'études plus élevé. Donc, à l'aide d'une tâche beaucoup plus expérimentale ou plus précise pardon, que ce qui existe dans la littérature, on confirme les bénéfices liés à la stimulation cognitive sur la mémoire épisodique, ce qui s'inscrit assez bien, me semble-t-il, dans le cadre de l'hypothèse de la réserve cognitive, avec à la fois des effets précoces dans la vie liés à la scolarité, et puis des effets plus tardifs liés à la participation à des ateliers de stimulation cognitive. Je me dois de vous présenter quelques limites tout de même. D'une part, ce sont des données préliminaires, et pour tout dire, j'ai reçu de ma collaboratrice quelques données juste avant de monter dans l'avion, mais très honnêtement, je n'ai pas eu le courage de les traiter depuis que je suis arrivé ici. Donc l'idée, c'est aussi, vous l'imaginez, de créer deux groupes, deux groupes de niveau d'études chez les individus non stimulés. On n'a bien sûr pas de groupe contrôle que l'on a suivi sur 18 années, ce qui n'est pas envisageable.
Et de fait également, on n'a pas non plus de mesures pré-post-stimulation cognitive, puisqu'on n'est pas du tout dans un essai contrôlé, randomisé en simple aveugle. Voilà, merci de votre attention. Et, et merci à ma collaboratrice de terrain, sans quoi tout cela ne serait pas possible. Alors, on va voir quelques questions. Tu as montré des résultats pour les reconnaissances correctes, des fausses reconnaissances, et aussi plus de réponses remember pour les fausses reconnaissances. Très bonne question. Très honnêtement, je n'ai pas la réponse. Comme je le disais, ce sont des données un peu fraîches et je n'ai pas du tout joker. J'ai plus le droit à joker. Mais merci, je regarde. Très intéressant parce que j'avais regardé l'impact dans la vie quotidienne des gens, parce que les gens qui profitent davantage de stimulation cognitive vont également on n'a pas du tout de ce type de mesure. La seule chose, mais c'est extrêmement subjectif et qualitatif, c'est que les gens rapportent utiliser ce qu'ils apprennent dans les ateliers de stimulation cognitive dans leur vie quotidienne et régulièrement le sentiment qu'il y a un bénéfice de ce point de vue-là. Mais c'est rien d'objectif, on appelle tout une mesure. On avait compris que tu encore assez d'effectifs pour faire plus de l'étude, mais ça a l'air de dire quand même qu'il y a plus de bénéfices chez ceux qui ont un haut niveau d'études. Est-ce que c'est pas contre-intuitif? Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à penser que partant de plus bas, j'ai un plus bas d'évolution, plus de marge de progression? Alors effectivement, peut, on peut faire cette hypothèse, comme tu le dis, on part de plus bas et donc on a une marge de progression plus importante. On peut faire l'hypothèse inverse qui est que pour pouvoir progresser, il faut avoir une base suffisamment étoffée. Et peut-être quand on part de plus bas, on n'a justement pas cette base suffisante. La question, c'était plus le groupe contrôle, donc les groupes des non-stimulés, en fait. Mais il n'y avait rien pour Absolument rien. On les voit une fois, on les évalue, terminé. Je suis toujours un peu interpellé par ce type de contrôle, parce que finalement, quand on voyait les photos, on a le sentiment que, outre le contenu de l'activité, il y a toute la dimension sociale qui tourne autour et qu'on sait être un facteur. On ne peut pas faire un contrôle éventuellement dans lequel ils se rencontrent et il y a ces contraintes de rendez-vous. Et alors, une autre chose toujours, c'est est-ce que ceux qui sont en contrôle sont ceux qui ont dit non? Donc, et on étudie toujours l'efficacité d'une thérapie à des gens qui disent oui, d'une certaine façon, qui ont donc une motivation plus importante. Et donc, on dit que ça amène à des facteurs confrontants qui est est-ce que c'est l'effet de l'activité, du contenu de l'activité en tant que tel, ou des éléments connexes de ça? C'est une question qu'il faudrait peut-être un contrôle et c'est complexe, mais je m'interpellais sur le. Merci Stéphane. Comme je dis, c'est une recherche qui part du terrain et les personnes qu'on a inclus ici 18 années de stimulation cognitive. Alors, j'ai évoqué le fait qu'il y a 15 ans, j'étais déjà à Montréal. Peut-être dans 18 ans, j'y serai encore pour présenter d'autres données. Mais voilà, si on voulait faire un contrôle, en fait, il faudrait le suivre dans une durée suffisamment longue pour que ça ait une pertinence. Et autant dire qu'on ne pourra pas. On pourra pas. Pour ta deuxième, ton deuxième questionnement, bon, de toute façon, hein, je l'ai clairement dit, on n'est pas dans les standards de la recherche, ça c'est évident, il y a des biais très très clairement. La particularité, encore une fois, c'est que ce sont des individus qui se sont inscrits depuis 18 ans à des ateliers de stimulation cognitive, qui cotisent pour cela, donc ils ne viennent pas du tout pour de la recherche, ils viennent pour un bénéfice personnel, alors que les contrôles sont des individus qu'on sollicite juste pour participer, pour constituer le groupe contrôle. Donc effectivement, il y a un biais de sélection, c'est évident. À ce moment-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Donc, on va pouvoir continuer avec la deuxième de la matinée. Donc, Anaïs Hervé, qui va nous parler de la préservation, de la détection de la nouveauté contextuelle chez des patients atteints de troubles cognitifs légers amnésiques. Est-ce un moyen de pousser leur mémoire? Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude que je réalise au GIGA CRC Human Imaging avec Christine Bassin, qui porte sur la nouveauté contextuelle et sa détection. Donc là, je vais expliquer juste après de quoi il s'agit, et puis du bénéfice de la nouveauté sur la mémoire chez des patients avec un trouble cognitif léger. La raison pour laquelle on s'intéresse à la nouveauté, c'est qu'elle est très en lien avec la mémoire. Mémoriser de nouvelles informations, ça repose sur notre capacité à distinguer ce qui est nouveau de ce qui est familier. Et pourtant, les liens entre la nouveauté et la mémoire sont encore peu compris. On ne sait pas très bien si finalement la nouveauté fait partie de la mémoire ou s'il s'agit de deux processus indépendants. Et ça pourrait être dû au fait qu'en fait, il existerait différents types de nouveautés qui pourraient interagir de manière différente avec la mémoire. Donc ici, on va s'intéresser à différents types de nouveautés. Par exemple, la nouveauté absolue, qui est quand on rencontre quelque chose de totalement nouveau, d'inédit, qu'on n'a jamais vu auparavant, comme une nouvelle personne dans un nouvel environnement. Et puis, on va contraster ça avec des formes de nouveautés contextuelles ou associatives. La nouveauté contextuelle, ça va être rencontrer un stimulus ou une personne, un objet familier, mais dans un contexte inattendu. Et donc, la nouveauté va émerger de cette incongruence. Et puis, la nouveauté associative, c'est quand on va rencontrer différents stimuli qui sont familiers, mais qui sont organisés, associés d'une manière nouvelle. Et la nouveauté émerge vraiment de cette nouvelle association. Alors, c'est important de les distinguer parce qu'ils reposent sur des régions cérébrales différentes. La nouveauté absolue, elle reposerait sur le cortex péririnal et elle ferait partie de la mémoire épisodique puisqu'elle agirait sur un continuum avec la familiarité versus nouveauté. Alors que la nouveauté contextuelle et associative, elle dépendrait plutôt de certaines régions de l'hippocampe qui sont impliquées dans une boucle fonctionnelle qui implique des régions sous-corticales comme l'aire tegmentale ventrale et le locus ceruleus, qui vont libérer de la dopamine et de la noradrénaline, qui vont avoir pour effet d'augmenter la potentialisation à long terme dans l'hippocampe. Et ça a pour effet d'augmenter, de booster la mémorisation de ces informations-là. Et donc, on est dans finalement des fonctions qui ne font pas partie en tant que telles de la mémoire, mais qui pourraient quand même interagir avec la mémoire. Malgré le fait que la nouveauté soit très en lien avec la mémoire, elle a été sous-étudiée chez les patients avec un trouble cognitif léger. On retrouve seulement 2 études dans cette population et ces 2 études se concentrent sur la nouveauté absolue et elles suggèrent une altération, ce qui est assez attendu puisque ce type de nouveauté dépend du cortex péririnal qui est altéré très tôt dans l'évolution de pathologies de type Alzheimer. Mais on se demande ce qu'il en est de la nouveauté contextuelle et puisqu'elle dépend de régions cérébrales différentes, elle pourrait potentiellement être préservée et puis possiblement être utilisée pour booster la mémoire. Donc ici, on a vu 22 sujets contrôle sains. On a comparé à 21 patients qui ont été diagnostiqués avec un trouble cognitif léger de type amnésique à la clinique de la mémoire à Liège. Au niveau des 2 groupes, on voit qu'en termes d'âge, de niveau d'éducation et puis de répartition hommes-femmes, ils sont similaires, mais qu'on retrouve bien des scores plus bas au MMSE chez les patients atteints d'un trouble cognitif léger que chez les contrôles. Donc ça, c'est ce qui était attendu. Et puis aussi au niveau du RLRS, qui est un test de mémoire épisodique, on va retrouver des performances plus basses chez les patients. Donc ça montre bien que nos 2 groupes au niveau cognitif et plus particulièrement au niveau de la mémoire étaient différents. Au niveau des tâches expérimentales, on en a utilisé 2. La première, c'est un paradigme de type oddball, où là, on veut évaluer la capacité à détecter la nouveauté contextuelle. Et cette capacité à détecter la nouveauté, on va en fait l'évaluer par la préférence pour la nouveauté
parce que les animaux et les humains, on a tendance à être attirés par la nouveauté. Et donc, si on a une préférence pour la nouveauté, ben, finalement, c'est qu'on la détecte. Alors, dans ce paradigme oddball, les participants vont voir plusieurs images qui sont des fractales abstraits, comme celle-ci, qui vont défiler les unes après les autres. Et il y a 5 blocs en tout. Alors, certaines des images sont ce qu'on a appelé standards. C'est des images qui vont être répétées sur 60% des essais. C'est la même image. Et puis, on va aussi avoir des images cibles qui, elles, sont répétées sur 20% des essais. Puis, on peut de nouveau avoir une image standard parce que les stimuli des différentes catégories sont présentés de manière aléatoire. Et la condition qui va nous intéresser, c'est les images nouvelles. Donc là, c'est des images inédites qui, dans 20% des cas, vont apparaître une seule fois chacune. Alors, la tâche des participants, elle est simple, c'est de regarder les images et puis d'appuyer sur une touche lorsqu'ils désirent passer à la suivante. Et on peut avoir leur temps de visionnage de chaque image qui nous donne un indice de leur préférence pour la nouveauté s'ils passent plus de temps à regarder les images nouvelles que les autres. Ensuite, on a un paradigme de type von Restorff, où là, on veut évaluer si la nouveauté a un impact positif sur la mémoire. Alors, les paradigmes von Restorff, ils reposent sur l'effet de distinctivité, que quand il y a plusieurs items, s'il y en a un qui se distingue, par exemple, par des caractéristiques perceptives ou même sémantiques, il va être mieux rappelé que les autres. Donc ici, on a utilisé des listes de mots, comme celle-ci. Donc, on avait 18 listes de 10 mots chacune. Alors, dans chaque liste, il y a des mots non cibles qui sont présentés en taille de police 60. Et puis, il va y avoir un mot cible qui est distinctif par sa taille. Or, selon les listes, il est toujours de taille plus grande, mais il peut être de taille 90, 120 ou 150. Et puis, on a de nouveau d'autres mots non cibles. Le mot cible, il est toujours entre les positions 4 et 7 des listes pour éviter que l'effet de nouveauté soit confondu avec les effets de primauté et de récence. Et puis, à la fin des 10 mots, pour chaque liste, le participant a une phase de rappel libre où il rappelle autant de mots que possible. Alors, au niveau des résultats, pour le paradigme oddball, je vais principalement me concentrer sur le graphique. On peut voir le temps de visionnage médian des participants pour les 2 groupes et pour les 3 catégories de stimuli. Et on peut voir que les 2 groupes passent plus de temps à regarder les stimuli nouveaux que les stimuli cibles et standards. Et donc, les 2 groupes semblent avoir une préférence ici pour la nouveauté. Il n'y a pas d'interaction entre les types de stimuli et les groupes. Donc, on peut penser que leur capacité à détecter la nouveauté contextuelle est préservée. Ensuite, en ce qui concerne la tâche von Restorff, ici, on a le facteur de gain qui est en fait le pourcentage de mots cibles, de mots nouveaux rappelés, moins le pourcentage de mots non cibles, toujours en excluant les effets de récence et de primauté. Donc là, on a vraiment l'effet positif. Est-ce que le mot nouveau est plus rappelé que les autres? Alors, on voit dans les polices plus grandes, de 120 ou de 150, que les 2 groupes semblent bénéficier de cet effet de nouveauté sur leur rappel en mémoire. C'était par contre pas le cas pour les polices 90, où là peut-être que l'item n'était pas suffisamment distinct des autres, suffisamment grand par rapport aux autres pour qu'il y ait cet effet bénéfique. Mais donc les 2 groupes sont toujours comparables. Donc si l'item est suffisamment distinct, ils peuvent bénéficier de la nouveauté. Donc en résumé, nos résultats suggèrent que les patients diagnostiqués avec un trouble cognitif léger peuvent avoir des capacités préservées à détecter la nouveauté contextuelle et puis ils peuvent en bénéficier pour améliorer leur performance de mémoire. Alors, je voudrais juste noter que c'est contradictoire avec les résultats qui ont été trouvés en utilisant des tâches similaires, mais chez des patients avec une maladie d'Alzheimer probable, donc à un stade un petit peu plus avancé, où là, ils retrouvaient des déficits au niveau de la nouveauté contextuelle et puis pas de bénéfice sur la mémoire. Donc ici, dans le projet sur lequel on aimerait travailler avec Christine Bassin, l'idée serait vraiment d'essayer de caractériser le profil cognitif des patients avec différents types de nouveautés, mais aussi à différents stades d'évolution de la maladie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi le comité de la SNLF de m'avoir permis de présenter ce travail.
On va prendre quelques questions. Merci beaucoup pour la présentation. Question slash commentaire. Est-ce que vous pensez que le fait que les personnes qui ont une d'humeur est difficile en fait, de détection de nouveautés pour expliquer le type d'erreur qu'elles vont commettre? Typiquement, les personnes qui ont une d'Alzheimer subir des intrusions, vraiment des systèmes qui n'ont rien à voir, qui n'ont jamais été vus, qui sont sémantiquement. Alors que typiquement, chez les personnes âgées en santé ou des personnes avec un trouble cognitif léger à maladie, on peut avoir des erreurs un peu de confusion, d'erreurs de repérer des choses qui sont similaires, mais elles ont tendance à venir rejeter correctement des choses qui ont rien. C'est une bonne question. J'ai jamais vraiment fait le lien avec ces intrusions-là. Je ne saurais pas vraiment vous répondre. Désolée. Merci pour la présentation. Très bien expliqué, très clair. Si vous deviez transposer ces résultats à la réadaptation, quelles seraient les pistes thérapeutiques utilisées en clinique? Alors là, c'est un résultat encore fondamental sur des protocoles très expérimentaux, parce que là, comme c'est une des premières études, on voulait utiliser des protocoles qui étaient déjà validés. Mais si ça se confirme qu'effectivement cette forme de nouveauté contextuelle peut bénéficier pour les performances en mémoire, ça pourrait être de présenter les informations qui sont importantes pour la personne, qui devraient être rappelées dans un contexte un peu nouveau ou d'une manière un petit peu nouvelle pour avoir cette forme de nouveauté contextuelle qui pourrait être bénéfique, par exemple. Bonjour, merci pour cette présentation. Je m'excuse, je vais vous ramener vers mes intérêts, c'est vrai que ce sera un peu du contexte. Et j'ai l'impression, moi, la tâche de beauté contextuelle m'intéresse dans le sens où je pense que c'est une tâche qui pourrait peut-être différencier, ça pourrait être assez différent entre le trouble cognitif léger dans la maladie de Parkinson et le trouble cognitif léger amnestique dans la population générale. Essayer de faire un peu ça dans les études passées, mais il manquait peut-être une tâche comme ça. Oui, possiblement, puisque cet effet, cet effet est supposé impliquer les processus dopaminergiques qui sont altérés dans la maladie de Parkinson. Donc, ce serait très intéressant aussi de regarder ça chez ces patients. Ouais. Merci beaucoup. On va pouvoir terminer. Pour la dernière session de présentation orale, on va accueillir Marie-Sandra qui va nous parler des activités qui ont du sens chez les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Quelles sont-elles et comment évoluent-elles avec l'avancée de l'altération cognitive? Bonjour à tous et à tous, je me présente, je m'appelle Marie-Sandra, je suis doctorante en psychologie sous la direction de Hélène Amieva. Avant de commencer, j'aimerais remercier le CRI-UGM et la SNLF pour ces journées scientifiques très intéressantes, mais aussi pour me permettre de présenter ce travail. L'objectif de cette présentation, c'est donc de vous décrire les activités qui ont du sens chez des personnes atteintes de troubles neurocognitifs vivant en institution et de voir comment elles évoluent avec l'avancée de l'altération cognitive. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une activité qui a du sens? Chaque individu accorde une importance à certaines activités qui donnent du sens à sa vie. Ces activités diffèrent en fonction de chaque individu et c'est ce qui participe à notre singularité et c'est ce qui va aussi également nous donner un sentiment d'identité. Elles sont appelées dans la littérature activités signifiantes et elles ont été définies par Tierney et Beatty pour des personnes atteintes de troubles neurocognitifs comme des activités qui engagent l'individu et donnent un sentiment de plaisir. Cependant, maintenir ces activités en institution représente un réel défi. J'ai eu l'occasion du coup de poursuivre la présentation du coup avec Hélène et Stéphane, donc vous n'allez pas du tout être surpris par ce que je vais vous dire, mais l'institutionnalisation représente un bouleversement
et demande aux futurs résidents de s'adapter à un nouvel environnement physique et social. Cette période de transition peut avoir des conséquences négatives, telles qu'une diminution de la qualité de vie, une augmentation du déclin cognitif ou encore une augmentation des symptomatologies anxieuses et dépressives. Pour maintenir un sentiment de continuité lors de cette période de transition, l'un des points soulevés par les professionnels, les aidants et les résidents, c'est la poursuite des activités qui sont considérées comme signifiantes. Mais alors, pourquoi maintenir ces activités signifiantes représente un vrai défi en institution? Tout d'abord, l'institutionnalisation entraîne une diminution du nombre de contacts sociaux et ce qui peut entraîner ainsi un manque d'interaction sociale. Beaucoup de résidents rapportent également un manque d'activité diurne et ça même malgré les activités qui sont proposées par les établissements d'hébergement. Et en effet, ce n'est pas forcément le fait de faire une activité qui va contribuer au bien-être, mais c'est le fait de faire une activité qui correspond à des besoins personnels. Je ne vous l'apprends pas non plus, dans les établissements d'hébergement comme nos EHPAD en France ou CHSLD, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de restrictions fonctionnelles et ce qui peut du coup rendre compliqué l'initiation de la réalisation d'activités. Et pour finir, les troubles cognitifs peuvent également représenter une barrière dans la réalisation de certaines activités. En effet, les déficits dans les fonctions exécutives diminuent les capacités d'initiation ou de planification. Les troubles en mémoire prospective peuvent entraver l'organisation du quotidien. Et pour finir, les troubles du langage et de la communication rendent compliquées les interactions sociales. Cependant, à l'heure actuelle et à notre connaissance, il n'existe pas d'études qui s'est intéressée à identifier des activités signifiantes chez des personnes atteintes de troubles neurocognitifs relativement avancés. En effet, la plupart des études du domaine sont qualitatives, excluent les personnes avec des troubles modérés à sévères ou ne prennent en compte que le point de vue des professionnels ou des aidants. Donc, il est nécessaire de remettre au cœur leur point de vue à eux, et c'est ce qu'on a essayé de chercher à faire. L'objectif était donc d'identifier et de décrire les activités signifiantes au sein de cette population et de voir comment elles évoluent selon le degré de sévérité des troubles cognitifs. Pour cela, on s'insère dans un programme de recherche court portant sur 13 EHPAD ou CHSLD de la région des Landes en France. Ça doit vous rappeler fortement quelque chose. En effet, parmi les 13 EHPAD, il y a le village landais Alzheimer et il y a également 12 EHPAD de contrôle qui sont des établissements d'hébergement classiques. Les critères d'inclusion pour participer à ce programme de recherche sont 1. D'être atteint de troubles neurocognitifs et de 2. D'avoir été admis dans l'établissement au cours des 4 derniers mois. Un entretien est donc réalisé à l'inclusion, puis ensuite tous les 6 mois, par une psychologue et il se déroule en 2 parties. La première se fait auprès du résident et nous permet d'évaluer les fonctions cognitives, la santé mentale, la participation sociale, le soutien social et la qualité de vie. Et la deuxième partie se fait auprès des professionnels et nous permet de récolter le niveau de dépendance, l'état nutritionnel, la douleur ou encore les troubles du comportement. Pour mesurer l'altération cognitive, nous avons utilisé 2 outils, la sévère et permanente batterie, la CIB et le MMSE. Pour définir 3 niveaux de sévérité des troubles cognitifs, nous avons utilisé les scores MMSE. On a considéré qu'il y avait une altération modérée pour un MMSE supérieur à 15, une altération modérément sévère pour un score compris entre 10 et 15, et une altération sévère pour un score en dessous de 10. Pour les activités signifiantes, nous avons essayé de recueillir jusqu'à 3 activités signifiantes auprès de chaque résident. Une fois que l'on a recueilli les activités signifiantes, on a catégorisé à l'aide de 2 juges indépendants ces activités signifiantes qui nous ont été citées. Et ça nous a du coup donné 3 catégories. La première étant des activités impliquant des relations sociales au sein de l'établissement. La deuxième étant des activités sociales impliquant la famille. Et la troisième, pardon, excusez-moi, des activités non sociales. Comme on peut vite le remarquer, on peut recatégoriser ces 3 catégories en 2 catégories plus larges, à savoir les activités sociales et les activités non sociales. Le nombre d'activités citées s'étend de 1 à 3 et le nombre, lui, de catégories citées peut varier de 0 à 3. Notre échantillon est âgé en moyenne de 79 ans, a un MS moyen de 13,15 et un score à la cible moyen de 43,22. Il se compose d'une majorité de femmes et d'une majorité de personnes dépendantes aux activités de la vie du quotidien. Vous êtes un petit peu spoilé. Pour ce qui est des activités signifiantes citées, en moyenne, les résidents citent 2,55 activités. Et parmi ces activités, 43,14% sont des activités sociales
et 56,90% sont des activités non sociales. Et comme on s'y attendait, en effet, le nombre d'activités signifiant citées diminue avec les troubles cognitifs. Mais de manière intéressante, ce que nous avons pu observer, c'est qu'en réalité, ce sont les activités non sociales citées qui diminuent avec le déclin cognitif, alors que l'on ne retrouve pas de différence significative entre notre groupe pour le nombre d'activités sociales citées, que ce soit les activités sociales impliquant les relations dans l'établissement ou les activités sociales impliquant la famille. Et en effet, des études avaient déjà montré que les personnes atteintes de troubles neurocognitifs avaient tendance à rapporter moins d'activités comme étant signifiantes et à moins s'engager dans les activités. Et ce que ces résultats, du coup, nous montrent, et qui est un peu innovant, c'est qu'en fait, en réalité, c'est la proportion d'activités non sociales qui diminue avec le déclin cognitif, alors que la proportion d'activités sociales citées, elle reste inchangée, et cela même malgré le déclin cognitif. Ces résultats soulignent ce que d'autres études ont déjà souligné par avant, c'est que les interactions sociales sont importantes pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, que ce soit pour leur qualité de vie ou pour leur santé physique et mentale. Ces résultats peuvent s'expliquer en partie par le concept de la sélectivité socio-émotionnelle, qui est un processus de sélectivité sociale qui conduit à se centrer avec le vieillissement sur les relations qui sont les plus significatives et les plus positives sur le plan émotionnel. Donc on pense que nos personnes atteintes de troubles neurocognitifs auraient tendance à privilégier ou à garder comme plus important les activités qui sont sociales car ça leur apporterait le plus de bien-être. Sur le plan clinique, ces résultats nous montrent que malgré l'avancée des troubles cognitifs, les activités sociales restent importantes. Il est donc nécessaire de promouvoir des initiatives visant à maintenir les liens sociaux et les activités qui ont du sens dans cette population. Il y a donc un réel enjeu à pouvoir identifier ces activités afin de pouvoir personnaliser leur prise en charge et leur accompagnement. À notre connaissance, c'est la première étude qui décrit les activités signifiantes auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs modérés à sévères et qui investigue leur évolution avec l'altération cognitive. Cependant, il y a quand même quelques limites que l'on doit souligner. La première étant la taille d'échantillon et la deuxième, c'est que nous n'avons pu réaliser que des comparaisons transversales. On a beaucoup de chance, l'étude est toujours en cours. Donc, avec le recueil de données répétées, ça nous permettra d'avoir par la suite un échantillon plus important et également de pouvoir faire des analyses longitudinales. Je vous remercie pour votre attention. On va prendre quelques minutes pour les questions. Merci beaucoup pour la présentation. Une petite question d'intérêt par rapport à ce que vous avez présenté comme activité sociale versus non sociale. J'ai l'impression que les activités non sociales étaient comme plus cognitivement exigeantes, de la lecture, de regarder des documentaires, etc. Donc, c'est logique que ces activités-là soient en retrait avec l'avancée de la maladie. Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui est demande de ressources ou demande de ressources cognitives associées au type de tâche que vous présentez, parce que c'est juste que les exemples que vous avez mis en avant, juste une chance. C'est vrai que j'ai pas forcément mis en avant toutes les activités non sociales. On s'amusait à les catégoriser aussi parce qu'en fait, au final, il y a beaucoup d'activités non sociales qui ont été citées. Ça peut être des activités récréatives, de loisirs, comme jouer au sudoku ou regarder la télé, etc., etc. Mais ça peut également aller à des activités plus basiques comme manger. On a eu beaucoup de... Vraiment le cliché du français, les résidents aiment manger. J'ai une petite question aussi. En ce qui concerne le maintien donc, des activités de participation sociale, est-ce que vous avez regardé la qualité? Est-ce que la qualité se maintient aussi? Est-ce qu'on peut peut-être supposer qu'il y a d'autres variables qui sont liées à la participation sociale, comme le soutien social, ou effectivement la qualité des échanges? Est-ce que c'est ça, on pourrait supposer que ça se maintient aussi? Là, on pourrait s'attendre à peut-être. Alors, pour le coup, c'est les activités qui nous citaient eux. On a essayé de regarder si elles restaient stables dans le temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur est-ce que c'est des activités qui ont du sens ou des activités qui reviennent du passé, ou est-ce que ce sont des activités qui sont dans le présent. Et on n'a pas l'impression, alors on n'a rien évalué, mais d'un point de vue complètement subjectif et de ce que j'ai pu voir, on n'a pas l'impression que ce soit des activités qui restent stables dans le temps. C'est-à-dire qu'ils nous rapportent beaucoup d'activités qui font sur le moment, finalement, en activités qui ont du sens. Après, on nous a quand même donné des activités comme leur métier ou quoi que ce soit, c'est aussi des activités qui ressortent aussi. Donc, voilà, je sais pas si je vais éclairer. Il y a d'autres questions?
Bon, c'est parfait, on va presque finir à l'heure. Merci beaucoup.